Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est toujours un plaisir de vous présenter des héros anonymes. On a beaucoup de plaisir en équipe, de découvrir ces personnes-là qui font une telle différence dans le quotidien. Et on espère vraiment que au fil des entrevues qu'on vous présente, vous allez peut-être découvrir des organismes qui offrent des services dont un proche peut bénéficier, ou encore vous-même, ou encore des organismes dont la cause vous aura touché au point que vous aurez envie de les encourager, que ce soit par le bénévolat ou par un don. Donc, voilà cette semaine deux nouveaux sujets. C'est l'automne au moment de cette première diffusion. On est parfois dans des sujets plus difficiles au niveau du moral et heureusement, il y a des gens qui sont là pour aider les personnes qui traversent des moments peut-être un petit peu moins faciles. Dans le cas de notre premier organisme, je vous avoue que ça a toujours été un mystère pour moi. Je vous explique. Quand j'étais étudiante à l'université, je prenais le métro tous les jours et en descendant vers la station, il y avait cet endroit-là qui avait l'air un peu, c'est ça, caché, mystérieux. Et je me demandais qu'est-ce qu'on y faisait. Il me semble de mémoire, c'était on est là pour vous écouter ou bienvenue si vous avez besoin de parler, quelque chose du genre. C'est le Carrefour Le Moutier. Et ça fait très longtemps, en fait, que cet organisme existe. Maintenant, il n'est plus localisé au métro Longueuil, mais dans un autre endroit à Longueuil. Et au niveau des centres, en fait, de première ligne d'écoute, c'est rare qu'on a cette possibilité-là de pouvoir être en présence. Donc, pas uniquement, là, ligne d'écoute qui dit souvent ligne d'écoute dit ligne téléphonique. Donc, oui, l'organisme offre cette possibilité-là d'être entendu, écouté en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, ce sera avec beaucoup de curiosité que je recevrai la directrice générale du Carrefour Le Moutier, Elena Roulet. En deuxième partie, on parle d'une difficulté de vie qui est peut-être plus spécifique. Des personnes qui sont malheureusement nombreux à traverser un cancer et qui souvent ont de l'aide, mais qui parfois en ont pas assez. Et c'est une dame, Annette Simon-Lebel, qui a traversé cette épreuve-là elle-même. Et elle réalisait qu'il y avait des gens qui étaient encore moins chanceux qu'elle, qui avaient peut-être un moins grand réseau, qui avaient moins la capacité de survivre financièrement tout ça, parce qu'on sait que ça représente énormément de frais au niveau du travail, au niveau des médicaments, au niveau de l'énergie. Donc, elle a souhaité aider les gens qui traversaient la même chose qu'elle en fondant une organisation, la Fondation Annette Simon-Lebel, qui porte son nom. Et aujourd'hui, nous recevons celle qui a pris le relais de sa maman, la présidente Myriam André Lebel. Ce sera en deuxième partie. Alors voilà, au programme des héros anonymes pour cette semaine. Parfois, on est dans des moments difficiles, mais heureusement qu'on a ces héros anonymes-là pour mettre du soleil dans notre cœur et trouver des solutions avec nous pour nous amener à retrouver toutes nos ressources. Une petite pause et on accueille notre première invitée en studio. C'est donc un plaisir d'être avec Elena Roulet, directrice générale du Carrefour Le Moutier. Donc, cet endroit qui suscitait tant de mystères chez l'étudiante que j'étais à l'époque. J'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous dit ça.
Alors bonjour, merci pour l'invitation. Non, effectivement, c'est pas la première fois, Chantal, qu'on nous mentionne cela. Effectivement, l'organisme est né en 1969, donc avec l'arrivée aussi, un peu après l'arrivée du métro. Et donc oui, on était dans la halle du métro de Longueuil à l'époque. Et plusieurs personnes nous disent, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre mission? Et effectivement, à l'époque, ça poussait plus la porte du carrefour Le Moutier, si on peut le dire. Mais voilà, effectivement, des fois, on peut avoir des défis de pousser la porte quand on a besoin d'aide. Ouais. Mais à sa naissance, il y avait beaucoup de personnes qui transitaient, puisque c'était un lieu stratégique, justement, de rencontre. Et c'est pas par hasard qu'on est trop Longueuil. Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Vous aviez choisi soigneusement l'endroit. Oui, effectivement, mais le carrefour Le Moutier signifie quand même, vient du mot moustier. Ah. Moustier qui veut dire vraiment un lieu de recueillement sur les lieux de pèlerinage à l'époque, donc de ressourcement. Donc l'idée, c'était de trouver un moment de répit, de ressourcement sur la route de la modernité que nous connaissons, donc avec la Révolution tranquille à l'époque, mais encore aujourd'hui, donc de trouver ce moment où on peut s'arrêter, se déposer et de partager ce qu'on a besoin de partager pour ensuite reprendre du pouvoir pour poursuivre ce qu'on a à poursuivre. Et c'était pas anodin, effectivement, lorsqu'on est dans le métro ou qu'on revient du travail, on est dans une espèce de frénésie de se rendre à un endroit, d'en revenir, et on est peut-être au retour pendant qu'on est dans les wagons, aux prises avec certaines réflexions sur notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Donc, de savoir là, qu'il y a peut-être un lieu d'écoute. J'ai même su qu'il paraît qu'à une certaine époque, ça faisait la file devant la porte. Bien, c'est sûr que c'est ça dans les années... donc, on est né en 69, donc dans ces années-là. C'est aussi le début des organismes communautaires ou sans soutien à la personne avec ces services d'écoute. Donc, je pense aussi la période de la Révolution tranquille suscitait beaucoup aussi, bien là, j'ai fait l'hypothèse, suscitait quand même beaucoup de questionnements, de remise en question peut-être. Donc, effectivement, puis bon, j'imagine aussi le fait que l'aspect des technologies n'était peut-être pas aussi présente qu'aujourd'hui. Ça, c'est mon hypothèse personnelle. Mais voilà, les gens se déposaient plus facilement physiquement face à quelqu'un là, pour échanger. Donc oui, ça faisait la file, me dit-on. Oui, parce qu'effectivement, 55 ans, j'imagine que vous n'y êtes pas depuis tout ce temps. Non, pas tout à fait, mais j'y suis depuis 2005, donc... Ah oui, quand même, donc presque 20 ans au sein... Vous avez quand même vu une évolution dans la mission ou dans la posture des gens face à cette offre d'aide-là. Est-ce qu'on est plus porté à se confier, moins porté? C'est une bonne question. Je pense que c'est variable. Hein. Ici, au Carrefour Le Moutier, ce qu'on mentionne, c'est que chaque personne est unique. Donc, dans son parcours, dans le ici, maintenant, dans ce qu'il habite, mais dans la personne qu'elle est aussi. Donc, est-ce que c'est plus facile, moins facile? Je pense que ça dépend toujours des personnes. Toutefois, ce qu'on peut peut-être mentionner qui émerge davantage aussi, c'est que oui, vous parlez de service, ça me fera plaisir d'en parler un peu plus longuement aussi. Oui. Mais nous, donc, on a aussi comme vision de pouvoir contribuer à une société plus inclusive, solidaire et en santé, où l'écoute est un levier de transformation sociale. Donc, oui, on accueille les gens dans ce qu'ils vivent, mais effectivement, on veut aussi contribuer à promouvoir l'écoute au sein de nos communautés, c'est-à-dire que chacun puisse être outillé ou sensible à la personne qu'on croise, qu'on partage, et d'avoir cette attention bien ancrée là, pour écouter la personne. Donc, on fasse le choix conscient d'écouter la personne. Donc, ça rentre aussi dans nos orientations, où est-ce qu'on veut faire développer. Donc, c'est peut-être la couleur supplémentaire au fil des années qu'on a rajoutée devant la nécessité que l'écoute sort des murs du Carrefour Le Moutier, mais de d'autres institutions aussi, que ce soit vraiment dans la communauté, sachant tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, pandémie, post-pandémie ou d'autres situations mondiales aussi. Mais voilà. Donc dans l'offre de services même du Carrefour Le Moutier, je comprends qu'il y a eu une évolution, des ajustements? Oui, effectivement. Donc, si le Carrefour a commencé, donc avec des services d'écoute en présentiel, donc vraiment dans sa naissance, c'est comme ça, c'est dans l'ADN de l'organisme. Vraiment, puis l'objectif, c'est vraiment d'accueillir. C'est vraiment important pour nous, déjà, dans la posture d'accueil, que la personne se sente vraiment accueillie, écoutée et outillée pour pouvoir reprendre ses forces et son pouvoir d'agir. Et pour elle et sa communauté, donc, on a commencé ainsi avec ce service en face-à-face, confidentiel, anonyme, donc une écoute axée sur
sur les forces de la personne, mais effectivement sans jugement, sans idée préconçue. Vraiment, on l'accueille dans ce qu'elle est. Et au fil des années, ce qu'on a observé, c'est justement ce besoin de pouvoir outiller. Plusieurs personnes cognaient la porte du carrefour ou en entendant dans le milieu que les gens avaient besoin de se sentir outillés face à une personne qui avait de la détresse dans son entourage. Oui. Ils ne savaient pas trop comment interagir. Et c'est là qu'on a vu toute la nécessité de développer, on a entendu parler, mais du réseau Sentinelle au Carrefour Le Moutier. Le réseau Sentinelle vise vraiment à outiller les personnes, monsieur et madame tout le monde, c'est comme ça que je le nomme, à pouvoir vraiment se sentir prêt à aller vers l'autre, faire un premier discernement, voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir après ça passer le relais à une ressource, pour que la personne ne reste pas seule. C'est ça aussi l'objectif du Carrefour Le Moutier, quand on est dans une difficulté, de plutôt souhaiter aller chercher de l'aide, de ne pas craindre ça, mais bien de oser. Ça demande un effort, des fois, beaucoup d'efforts. Juste ouvrir la porte, hein? C'est pas seulement physique, c'est celle de notre cœur, de nos tabous, de nos perceptions, de pas être en force si on parle, de pas être en contrôle si on parle. C'est difficile d'ouvrir cette porte-là. Et effectivement, les sentinelles jouent un rôle extraordinaire, d'être des gens qui ont une grande sensibilité, d'être à l'affût. À l'endroit où je travaille en ce moment, on a une personne qui est formée comme sentinelle et c'est une personne qui a une écoute extraordinaire, comme j'en ai rarement vu. Donc, j'imagine qu'il y a une formation qui nous permet de jouer ce rôle-là. Oui, exactement. Il y a une formation qui est offerte en termes de sentinelle, mais aussi auprès des personnes, des bénévoles que nous avons aussi au Carrefour Le Moutier. Donc, sentinelle, c'est environ quelques heures, 6 heures de formation. Donc, c'est très, très accessible pour les bénévoles. Donc, ça permet d'aller faire une écoute un peu plus en profondeur, si on peut dire. Ouais. Là, il y a une formation un peu plus longue qui aussi fait état de ce que nous faisons, donc l'ensemble de nos activités, etc. Mais est-ce que je comprends que vous avez été partie prenante de l'organisation des sentinelles ou vous êtes un dépositaire de cette capacité-là qui est offerte? Mm-hmm. En fait, donc le réseau est né en 2006. C'est juste un petit peu avant, dans les balbutiements, effectivement, des réseaux sentinelles. Notre particularité au Carrefour Le Moutier, c'est que les sentinelles, les programmes soutenus sont pour la prévention de la détresse psychologique, donc principalement au niveau de la crise suicidaire. Et nous, au Carrefour Le Moutier, notre approche, c'est que on ne veut pas attendre d'être rendu plus loin dans le niveau de stress, on peut dire, ou les préoccupations. Donc, on intervient dès les premières préoccupations. Donc, la sentinelle qui sent qu'il y a un petit quelque chose, on n'attend pas la crise. Donc, on a une vision plus globale, si je peux le présenter ainsi, donc de rester sensible à au premier signe d'une personne qui peut juste avoir des préoccupations. Aujourd'hui, je me sens comme ça, mais... puis là, ça s'accumule. Donc, on essaie de vraiment... Être à l'affût des... Mais vous avez aussi grossi votre offre de service. Il y a des ateliers aussi maintenant qui ont été élaborés. Oui, certainement que vous parlez des ateliers peut-être. Cultiver sa résilience. Oui, parfait. Mais c'est ça, dans cette optique de pouvoir créer, contribuer à ce que la communauté que nous formons puisse jouer un rôle de filet de sécurité sociale, de proximité. On a déployé vraiment plusieurs initiatives, dont le réseau Sentinelle, qui est en 2006. Ensuite est venue avec la pandémie, les activités donc des ateliers de résilience. Donc, c'était à l'époque pour pouvoir, puis c'est toujours pertinent, mais on l'a adapté davantage, mais c'était pour faire face à la pandémie ou post-pandémie. Alors, tout ce qui était relatif au changement, ce qu'on a vécu, donc de pouvoir en parler, mais aussi de comprendre un peu le processus aussi de résilience. Hein? Donc, ça passe par différentes phases. Et donc, ces ateliers permettent de se déposer et de prendre conscience de ce qu'on vit dans un changement. Il ne faut pas banaliser, mais ça permet de normaliser puis de dire, OK, d'arrêter puis de dire, OK, je ne suis pas seule, ça fait partie du processus. Donc maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour moi pour pouvoir continuer à surmonter la situation ou autre? Mais ça vraiment, la richesse de cet atelier-là, c'est cette discussion aussi collective qui permet de dire, je suis pas seule à vivre ça. Donc, et on outille les gens à ce niveau-là. Et suite à cet atelier-là, c'est toujours pertinent dans peu importe quel changement qu'on veut vivre. Et on a développé, donc, d'aller des ateliers un peu plus poussés aussi par la suite sur des facteurs de résilience plus spécifiquement.
On va faire une courte pause. Je voudrais comprendre un petit peu plus puis voir un peu qui est l'armada de grands cœurs qui est derrière le Carrefour Le Moutier. Donc, on revient dans quelques instants. De retour en studio avec notre invitée, Elena Roulet du Carrefour Le Moutier. Donc, on a vu un peu comment votre approche a changé au fil des années. Je serais curieuse de savoir un peu, vous êtes combien d'employés, puis comment ça a évolué tout ça? Puis j'imagine qu'il y a des bénévoles aussi qui viennent en renfort. Oui, merci. Donc, on a une belle équipe au Carrefour Le Moutier d'une vingtaine d'employés, de plus ou moins 20, et d'une bonne trentaine, 35-40 bénévoles aussi actifs sur les différentes activités là, du Carrefour. Et les bénévoles, est-ce que ce sont principalement au niveau de l'écoute ou ils peuvent donner un coup de main à d'autres tâches? C'est principalement l'écoute, mais il y a également d'autres tâches disponibles. Là. Toutefois, vraiment, au Carrefour Le Moutier, on a pris aussi... On tente aussi une nouvelle approche, c'est que dans le cadre de l'accueil, écoute, inforéférence, le service en présentiel ou au téléphone que nous offrons, on souhaite vraiment que l'ensemble des bénévoles soient vraiment bien outillés à cet effet-là et d'avoir vraiment cette posture d'accueil qui est vraiment essentielle. Et donc, c'est vraiment notre porte d'entrée au niveau là, du bénévolat pour la suite des activités possibles là, au Carrefour. Donc, 55 ans d'existence, une vingtaine d'employés. Je peux vous demander comment vous êtes soutenu financièrement? Oui, en fait, on est principalement soutenu par le programme de soutien aux organismes communautaires de la santé publique, également par Centraide et également par le gouvernement là, du Québec dans son ensemble, dans différents programmes, dont, entre autres, le ministère de l'Immigration également, puisqu'on a un service plus en soutien aussi à ces personnes. Donc, c'est une des clientèles qui bénéficie parce que c'est un grand changement de vie. Hein? Quand on immigre, c'est probablement l'un des plus grands changements de vie. Donc, j'imagine, vous êtes là un peu pour être à l'écoute puis diriger vers des ressources. C'est exact. En fait, nous, vraiment, comme on est ouvert à la population en général, hein, on est vraiment ce qu'on nomme généraliste. C'est une particularité aussi du Carrefour Le Moutier. Donc, toute personne peut pousser la porte du Carrefour Le Moutier. Et dans cette optique-là, le Carrefour se mobilise aussi pour soutenir toute personne qui vit un moment de transition. C'est le cas auprès des nouveaux arrivants, quand il y a des besoins particuliers de mettre des points de référence dans leur parcours, dans l'inclusion aussi de ces personnes. Est-ce qu'il existe une forme de pairage ou de parrainage de quelqu'un qui a vécu une difficulté? Bien, là, on parle de l'immigration, mais ça peut être quelqu'un qui est ici depuis 20 ans puis qui aurait peut-être des conseils à donner, ou même une personne qui a traversé jadis un moment difficile, qui a repris le contrôle sur sa vie et qui voudrait peut-être aider. Est-ce que c'est une forme qui existe? Pas nécessairement au Carrefour Le Moutier. On peut peut-être penser à d'autres ressources là, qui font peut-être plus ces groupes de parole ou des cercles de parole à cet effet-là. Au Carrefour Le Moutier, non, c'est pas nécessairement ce type d'activité que nous faisons. Toutefois, ce qu'on fait cette première année, c'est un projet quand même pilote de pouvoir jumeler une personne qui vient d'arriver, donc depuis un certain temps, et une personne donc installée ou bien née au Québec, et de pouvoir axer sur cet échange d'écoute mutuelle. Ça revient à notre idée de base de dire d'outiller davantage les personnes à pouvoir s'écouter l'un l'autre, et ça fait partie de ces activités-là qu'on tente de mettre en place. Avez-vous l'impression, on parlait de technologie tout à l'heure, qu'avec les réseaux sociaux, on s'écoute de moins en moins? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est toujours...
C'est dur parce que je suis pas une experte là, sur le sujet. J'ai pas nécessairement lu de recherche à cet effet-là. C'est sûr que... Vous en savez plus que probablement beaucoup d'auditeurs à l'écoute et moi-même. Alors... Mais en fait, ce que je dirais, c'est que, bon, encore une fois, c'est l'unicité de la personne. Si une personne se retrouve et se sent à l'aise dans peut-être un service, mais une action d'écoute virtuelle, que ça soit à l'écrit en chat ou que ça soit par visio ou quoi que ce soit, ça appartient à la personne. C'est sûr qu'au Carrefour Le Moutier, ce qu'on croit principalement, c'est vraiment ce lien-là aussi de physique, de pouvoir vraiment être accueilli physiquement par une personne, de pouvoir échanger. Donc, est-ce qu'il y a moins d'écoute? Je pense ce qu'on semble comprendre, c'est que ça vient vraiment individualiser les personnes. Et nous, ce qu'on veut travailler, c'est beaucoup la collectivité. Oui. Donc, dans ce sens-là, je dirais que on a plus... je pense qu'on aurait plus à gagner à retrouver ce lien direct de personne à personne sans l'entremise d'un objet, idéalement. Là. Oui, je comprends votre posture. En fait, je réfléchissais un petit peu le manque de respect qu'on observe sur les réseaux sociaux où je me dis, effectivement, si on avait été plus dans une posture d'écoute, peut-être qu'on aurait voulu comprendre pourquoi la personne a posé une question qui amènerait à la personne qui a peut-être formulé une idée maladroitement. Et là, rapidement, on voit que les gens arrivent dans le jugement, donc n'ont pas développé cette posture-là d'écoute qui fait que tout de suite, les gens répondent de façon plutôt brusque. C'est pas généralisé, mais quand même. Des fois, je vois des échanges et je me dis, il y a manqué d'écoute, là. Oui, puis effectivement, c'est peut-être plus facile de j'utilise des termes là, qu'on entend, mais se cacher derrière la technologie ou parce qu'on n'est pas directement face à une personne. C'est sûr que c'est... Par rapport à votre question, ce que ça me dit, c'est que c'est quelque chose qu'il faut prêter attention, effectivement, et de voir comment, si on développe cette écoute-là, cette sensibilité-là, on a tous des outils. On a des outils pour apprendre à écouter. Ça s'apprend. C'est pas inné, mais on a beaucoup de filtres aussi. Le jugement, la réactivité, ce qu'on peut vivre, nous, à l'intérieur, est-ce que ça résonne chez nous. Puis, donc, je pense que plus qu'on apprend à développer cette écoute... plus qu'on va être en mesure de mettre en valeur la personne qui est devant nous et nous-mêmes du même coup. Puis je ferai un clin d'œil tout à l'heure, mais on a fait un forum. Donc... j'allais vous lancer là-dessus. Voilà, ça tombe bien. Donc, un forum sur l'écoute. Le 24 octobre, on est à peu près dans ces eaux-là au moment de la première diffusion de l'émission. Donc, il y a eu un forum sur l'écoute. Oui, c'est ça, en fait, dans le cadre de notre 55e anniversaire, mais surtout dans le cadre de la Journée de l'écoute du Québec, lancée par l'Association des centres téléphoniques du Québec. C'est à leur septième édition. Donc, on a sauté sur l'occasion pour dire c'est important de se rassembler autour du thème de l'écoute. Et donc, on a fait ce forum le 24 octobre intitulé Une place pour chacune, une écoute à la fois. Et ça a rassemblé plus d'une 80 personnes, donc plusieurs partenaires du milieu, des citoyens également. Ça a permis de mettre justement de l'avant les fondements d'une écoute dite compréhensive, où il y a cet espace-là, cette écoute-là, pour pouvoir vraiment bien comprendre la personne qui est devant nous, d'avoir cet espace-là que la personne puisse s'exprimer. Et par la suite, on a eu en après-midi un moment pour échanger sur comment l'écoute peut contribuer à changer nos sociétés, le monde. On a permis de rêver parce qu'on croit fermement que l'écoute peut être un des leviers. On est conscient qu'il y en a d'autres, mais un des leviers, un pilier des changements sociaux. Ça devient comme un peu un dénominateur commun. Si on arrive, on pense, c'est l'hypothèse qu'on fait, d'écouter les uns les autres dans l'essence même, de tenter de bien se comprendre, on a tous des fois des jugements ou des préjugés qui arrivent, mais de dire, OK, je le mets de côté, j'écoute vraiment la personne qui est devant moi. On pense qu'on va arriver vers une meilleure compréhension, une entraide, une solidarité, une société plus en santé, parce que le forum nous a entre autres dévoilé qu'effectivement, ne pas arriver à écouter pleinement la personne qui est devant nous, on déploie beaucoup d'énergie. Et même la même chose pour la personne qui est devant nous, qui essaie de se faire comprendre.
non, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, etc. Donc, le fait de pouvoir, là, je caricature, mais juste pour dire que il y a aussi, on peut se mettre avec de l'empathie, c'est beaucoup ça aussi, se mettre à la place aussi de l'autre, d'aller, c'était un peu les thèmes qu'on disait, d'aller sur la colline de l'autre, pour comprendre sa perspective. C'est aidant pour une société plus Ça fait inclusive. partie un petit peu des conseils qu'on peut donner, en fait, aux auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour réussir à avoir une meilleure écoute? Et comment on réussit à en prendre conscience? Parce que j'ai souvent... Parce que vous dites ça s'apprend, mais encore faut-il être conscient qu'on n'écoute pas. Est-ce que ce sont des personnes qui vont nous dire « tu manques d'écoute », tu sais, quelqu'un qui réalise pas, qui n'écoute pas, comment on peut faire pour lui faire prendre conscience? Il y a plusieurs questions dans votre question, mais si je prends la dernière, c'est peut-être oser dire, ben c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est ça. Puis d'amener amener peut-être la personne à dire, ben est-ce que tu peux me reformuler ce que je viens de te partager, juste pour voir si on se comprend bien. Ça peut être... il y a plein de choses à faire. C'est sûr qu'en quelques minutes, c'est difficile, mais je pense qu'une des clés, puis je le réitère, c'est de tenter de penser à dire, ben ce que vit la personne, c'est dans son unicité. Et donc, de pouvoir être empathique par rapport à ce que la personne peut vivre, c'est-à-dire de pouvoir s'imaginer à la place de l'autre, nous ouvre des portes et nous ouvre une espèce d'ouverture à vouloir comprendre déjà l'autre. Des fois, on pense vouloir, mais on est nous-mêmes dans nos propres filtres. Et voilà. Donc, pour ça, c'est sûr qu'au niveau du Carrefour Le Moutier, mais des centres téléphoniques aussi du Québec, mais d'autres, il y a des formations d'initiation à ce niveau-là. Puis je vous dirais que si vous souhaitez développer cette écoute-là, vous pouvez participer à venir à nos formations, mais également essayer de devenir bénévole au Carrefour Le Moutier. Donc, on va sur votre site Internet, puis on trouve toute l'information sur ces formations. J'imagine aussi, le lieu, l'adresse, ligne d'écoute, tout ça. Tout y est sur votre site Internet. Oui. Bon, mais on va inviter nos auditeurs à vous découvrir et peut-être, sait-on jamais, il y aura de nouveaux bénévoles ou de nouvelles personnes qui pourront bénéficier de cette belle écoute et apprendre aussi à développer cette belle caractéristique. Merci beaucoup, Elena Roulet du Carrefour Le Moutier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous infiniment. Une courte pause et on découvre un nouveau héros anonyme. Après la pause, une nouvelle héroïne anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. On a vu en première partie à quel point c'est important d'être entendu, d'être écouté dans un moment difficile. Il y a toutefois certains moments plus ardus de notre vie où les besoins sont encore plus larges. On vit des situations qui vont impacter, entre autres, notre portefeuille parce que ça implique beaucoup d'ajustements dans comment on va faire face à cette difficulté-là. Et on parle ici particulièrement du cancer. Et l'organisme que l'on reçoit, c'est la Fondation Annette Simon-Lebel. Annette Simon-Lebel, qui était elle-même atteinte de cancer et qui a décidé là, qu'il fallait faire quelque chose pour les personnes qui traversaient une épreuve similaire, mais qui n'avaient pas toujours toutes les ressources là, pour y faire face correctement. Et on a l'honneur de recevoir la fille d'Annette Simon-Lebel, Myriam André. Bonjour, Myriam André. Bonjour. C'est toute une histoire que celle de votre mère, de faire preuve de générosité comme ça à un moment où on est soi-même affecté par une nouvelle difficile. Oui, c'est ça. Dans le fond, ma mère a eu un cancer, là, pour la petite histoire. Elle a eu un cancer en 89-90. Puis nous, on habite Rivière-du-Loup, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, elle devait se rendre en radiothérapie à Québec. Puis rendue sur place, elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui avaient retardé leur traitement
de quelques semaines, quelques mois, parce qu'il n'y avait pas les moyens de se rendre là, en radiothérapie. Pour l'hôtellerie pendant 5 à 6 semaines, tous les frais que ça implique. Donc, là, elle, tu sais, financièrement, ça allait bien. Puis là, elle dit, là, il faut faire quelque chose. Là. Les gens, ils peuvent pas survivre sans leur traitement. Donc, c'est ça. C'était vital pour elle là, de pouvoir les aider. Là. Ça témoigne d'une belle générosité, d'un grand cœur, de voir que si nous, on a l'opportunité ou la chance d'avoir plus de ressources, mais que d'autres en ont peut-être moins. Donc, comment, c'est un peu dans cet esprit-là, dans cette volonté-là que la Fondation est née? Oui, exactement. C'est vraiment, tu sais... Elle et mon père, il avait construit une entreprise, puis il avait réussi à sortir la tête de l'eau. Donc, il était conscient que c'est pas tout le monde qui avait la même chance. Puis, elle voulait redonner redonner au suivant là-dessus, ça c'est sûr. Et racontez-moi les premiers temps de la Fondation. Ça s'est passé plus par de l'aide financière? Oui, exactement. Donc, dans le fond, à ce moment-là, dans les années début 90, il n'y avait vraiment aucune aide financière possible. Si quelqu'un partait de Rivière-du-Loup, environ 200 km pour se rendre à Québec, il fallait qu'il défraie tout. Fait que, tu sais, là, tu as quand même ton loyer, ta maison à payer pendant 5-6 semaines. Fait que c'est beaucoup. Fait que ce qu'on a fait dès le départ, c'est d'aider pour l'hébergement et les repas pour ces moments-là et le transport, une partie du transport. Parce que nous autres, on est vraiment complémentaires aux autres organismes qui existent là, dans notre région ou qui sont nationales. Puis, donc, c'est ça, on essaie de donner le plus possible dans toutes les sphères de la personne. Là. Quand vous parlez d'organismes nationaux, j'imagine qu'on réfère à Société canadienne du cancer, Fondation québécoise. Société canadienne du cancer, tout ça. Bon, mais c'est ça. La Société canadienne du cancer, par exemple, il aide aussi là, pour les transports. Mais nous autres, on essaie d'être complémentaires à eux pour que la personne ait le plus possible là, dans toutes ces dépenses-là. Okay. Mais ces organismes nationaux-là, ils n'offrent pas nécessairement d'aide financière, je crois. Oui, la Société canadienne du cancer offre vraiment une aide financière pour les transports. Si vous regardez sur leur site Internet, c'est vraiment écrit pour les transports de 200 km et moins. Parce que sinon, maintenant, il y a le transport électif. Là, c'est pas tout le monde qui le sait. Là, c'est le gouvernement qui donne une aide financière partielle aussi. Fait que nous autres, on essaie d'être complémentaire à tout ça. On estime que quelqu'un qui va vivre des traitements de radiothérapie, par exemple, c'est au moins 2000 $ de dépenses là, pendant cette période-là. Fait que, là, on parle pour les frais, pas pour les frais de traitement, mais pour les frais afférents dont vous venez de parler. Donc, l'hôtellerie, le transport, les médicaments nouveaux qui ont dans leur vie, les repas, etc. Donc, autour de 2000. Puis, mais quand on sait que les gens qu'on aide, il y a des critères de revenus là, pour qu'on puisse aider les gens, mais ils ont... Mettons, pour un couple, 37 000 de revenus et moins. Donc, cet argent-là, il fait vraiment la différence là, dans leur vie, là, le 2 000 $ de plus. Donc, c'est pour ça nous autres, on aide pour ces gens-là et pour l'accompagnateur aussi. Fait que, ça, c'était bien important pour notre mère que s'il y a un accompagnateur qui est là, mais qu'on défraie aussi pour cette personne-là. Combien de personnes vous avez aidé jusqu'à présent? Nous autres, on a aidé, là, ce qui est le fun, c'est que je sais avec certitude que en décembre de cette année, on va avoir donné 1 million de $ depuis 1995. Wow. Issu de l'entreprise familiale, là, des profits de l'entreprise familiale? Non, c'est pas des profits de l'entreprise familiale, c'est vraiment, on fait des activités de financement, par exemple, des tournois de golf.
Puis, là, c'est les fournisseurs qui viennent, les clients qui viennent. Donc, l'entreprise a servi un petit peu de levier pour sensibiliser ses partenaires, ses fournisseurs. Mais donc, il y a une partie qui est venue de l'entreprise familiale. Puis après ça, c'est, comme on dit, de l'huile de coude puis de l'amour pour convaincre les gens autour que c'était une cause. Mais les gens sont généreux. Ils donnent quand même facilement là. Avec leurs moyens, eux autres, naturellement. Là. Mais les gens sont quand même généreux, sont conscients qu'il y a beaucoup de cancers autour de nous, que les besoins sont importants, surtout quand on vit en région. Donc, fait qu'on a aidé, là, pour répondre à votre question, là, autour de 3000 personnes à venir jusqu'à date. Wow, c'est merveilleux. Puis, je pense que c'est une description de ce que sont les héros anonymes. Pour moi, ce sont aussi des gens qui créent des effets boule de neige dans la communauté, qui se disent telle situation, il faut agir là-dessus et qui réussissent là à susciter un enthousiasme chez leurs proches puis chez les personnes qui côtoient à agir sur la cause. Oui. Elle était comme ça, votre maman? Ben, c'est-à-dire que c'était une femme, c'est un peu étonnant d'elle qu'elle ait une fondation qui porte son nom. Parce que c'est une femme très timide et qui était pas, parler devant des gens, c'était intimidant pour elle. Donc, par contre, elle a été épaulée dès le départ par les gens autour d'elle. Fait que c'est eux autres qui l'ont menée un petit peu, là, à dire, bon, ben là, oui, on le fait, puis ça va bien aller. Mais elle le voulait, elle avait la volonté. Mais c'est ça. Donc, c'est un travail d'équipe, je pense. Elle était peut-être juste moins à l'aise que ça porte son nom comme tel. Oui, non, c'est ça. Mais oui, c'est une femme très sensible c'est une femme qui est à l'écoute des autres. Donc, à l'écoute des besoins, elle voyait au-delà aussi de ce que la personne vivait. Donc, mais voyez-vous, on a reçu en première partie Carrefour le Moutier qui fait de l'écoute et c'est une démonstration claire jusqu'à quel point l'écoute peut finalement changer la société parce que comme votre mère était à l'écoute, ben, elle a réussi à créer cet élan-là avec la fondation. Oui. Dites-moi, Myriam, on en parle au passé. Donc, votre maman, elle est décédée? Oui, elle est décédée en 99. Donc, elle a vécu 10 ans là, avec à partir de son premier cancer. Donc, malheureusement, elle est décédée il y a déjà longtemps, mais c'est ça, on poursuit l'œuvre, puis on veut... c'est peut-être la plus belle chose qu'elle a fait, là. Fait que on continue. Cet été, ma fille travaille avec moi. Ah oui? Donc c'est ça, elle étudie dans le domaine du travail social. Donc, elle travaille avec moi. Puis on poursuit l'œuvre avec les gens qui nous entourent, mais la famille aussi, là. Ah, c'est rendu une histoire intergénérationnelle. Oui. Et c'est ça. Puis depuis 2022, on offre aussi du soutien psychosocial. Là, on s'est lancé dans l'aventure. D'accord. Donc, ça a commencé, par l'aide financière, l'entreprise, ensuite un peu d'aller chercher la communauté autour. Et là, quelle réflexion vous avez eue pour vous dire, oui, c'est important que les gens n'aient pas une perte de revenus majeure pendant ce temps-là, mais de dire, on va aller au-delà. Ça a été quoi vos réflexions? Oui, on était en plein COVID en 2022. Donc, on entendait partout que le soutien, les soutiens sociaux, psychosociaux débordaient partout. Puis nous autres, on savait depuis longtemps que, les gens, quand ils vivent leur traitement, ils ont de l'aide autour d'eux, sont soutenus par la communauté médicale aussi. Mm-hmm. Puis là, quand ça s'est terminé, là, il y a un trou, là. Donc, ils se retrouvent chez eux, un peu seuls, pas beaucoup d'énergie. Puis, le soutien de gens qui vivent la même chose qu'eux, ça peut les aider beaucoup, là, on se les fait dire souvent. Donc, c'est un peu ça. On s'est dit, là, on va tenter l'expérience
du soutien psychosocial. Donc, on offre de l'aide individuelle là, par téléphone ou par Teams. Donc, on peut aider plus que localement à Rivière-du-Loup. Donc, nous autres, on couvre, par exemple, tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, on peut aider C'est comme quand ça. même grand, ça. C'est beaucoup de villes qui sont réunies dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, quand même. Puis là, ben, on offre aussi des ateliers là, et des groupes d'entraide là, nouvellement. Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, j'ai assisté à presque tous les ateliers. C'est pas moi qui donne les ateliers, naturellement, c'est notre intervenante, mais je pense qu'on, à quelque part, les gens réfléchissent ensemble, ils changent leur façon de réfléchir, ils s'entraident, ils se donnent des conseils. Je pense qu'à quelque part, on sauve des vies là, à travers tout ça. Ah, tellement. Et donc, un peu à partir de cette transformation-là, en 2022 et autres, vous me disiez tout à l'heure que vous avez vu l'importance de ce groupe d'entraide-là. Donc là, maintenant, c'est vraiment actif. Et comment ça se passe concrètement? Oui, ben c'est ça. Nos ateliers, on a des ateliers en présentiel, donc à des locaux là, qu'on nous a prêtés là, à Rivière-du-Loup. Puis sinon, ben on a des ateliers aussi en ligne. Donc on fait un Teams ensemble, puis donc les gens échangent. Puis on fait aussi, avec le groupe d'entraide, on fait la formule hybride. Donc les deux ensemble, donc les gens en présence puis en ligne. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun de, tu sais, les gens, ils ont confiance presque instantanément parce qu'ils ont des gens qui ont vécu la même chose, mais qui ont une histoire différente à raconter. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dedans. Qui est guérissant, qui est fondateur. Vous dites une intervenante, Myriam, André, comment vous êtes structurée, organisée? Vous avez plusieurs employés, outre l'intervenante? Non, c'est ça. Nous autres, la Fondation, on gère ça de manière un peu... on est pratiquement tout bénévole, là. Donc, au niveau administratif, on est bénévole. Puis là, ben nos intervenants, naturellement, on les paye, là. Mais c'est ça. Sinon, ben c'est une intervenante qui est à temps partiel avec nous, là. OK. Donc, pour les besoins du groupe d'entraide ou les besoins de soutien qui se présentent. Mais j'imagine, là, plus vous allez être connu, plus il y aura peut-être des demandes supplémentaires. Donc, comment vous pensez être en mesure peut-être d'avoir l'intervenante à temps plein ou d'aller en chercher d'autres? Bien, c'est sûr que dans un avenir assez rapproché, ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui nous soutient au niveau administratif, là. Donc, quand il y a on fait 2 tournois de golf, donc c'est quand même assez exigeant. Oui. Puis sinon, ben c'est sûr que notre intervenante elle a beaucoup de potentiel pour et beaucoup d'idées pour aider encore plus. Donc, c'est sûr que ça serait le fun de l'avoir avec nous plus de façon moins à temps partiel, là, plus à temps plein. Là. Mais c'est ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On fait une courte pause, Myriam, et on revient, en fait, pour comprendre un petit peu plus comment tout ça s'est élaboré depuis le temps. Et je suis assez fascinée de voir cette belle initiative familiale. Ça nous prend de belles familles comme ça pour en aider d'autres. Je suis très touchée par votre œuvre. Merci.
De retour au Héros Anonyme pour notre dernier bloc ensemble. Je suis avec la présidente de la Fondation Annette Simon-Lebel, la fille d'Annette Myriam André Lebel. Et vraiment, pendant notre courte pause, notre régisseur Mathieu et moi, on se disait à quel point c'est vraiment des exemples de cette nature-là qui nous touchent toujours au Héros Anonyme, de voir des gens comme ça qui décident de voir au-delà de leur propre réalité et d'agir. Donc, vous devez avoir beaucoup de fierté d'avoir fait tout ça au fil du temps. Ben, je pense que oui, effectivement, là, quand on s'en rend compte quand on se rassemble, hein, dans le fond, parce que dans le quotidien, on est un peu seul, on travaille un petit peu en équipe, mais quand on fait des activités de financement ou des ateliers, ben là, on se rend compte, oh mon Dieu, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Fait que c'est sûr, c'est stimulant, c'est vraiment le fun de voir des gens qui s'impliquent de façon bénévole, mais spontané, là. J'ai une personne là qui, je pense à un de nos tournois de golf, là. Donc lui, il gère presque tout là, du tournoi de golf, là. Puis lui, il dit c'est normal pour moi de faire ça. Je m'implique, puis j'ai l'impression de me sentir mieux, d'aider mon prochain, puis c'est ça. Mais c'est effectivement le cas. Si on peut inciter d'autres personnes à faire du bénévolat, c'est effectivement, ça nous fait du bien à nous également. Ben oui, c'est ça. On sait qu'on sert, on a tous un travail, puis on se sent utile à notre travail, mais le bénévolat, ça va vraiment au-delà de, parce qu'on choisit vraiment de s'impliquer avec le temps qu'on a, puis on choisit notre cause, il y a comme donc c'est ça, puis on crée des liens aussi avec les gens. Et dites-moi, j'imagine que les employés de l'entreprise ils devaient être touchés aussi de voir comme ça la direction être aussi engagée. Oui, c'est sûr que en fait, c'est comme je disais au début, c'était ma mère, mais c'était aussi les gens, c'est beaucoup les gens autour d'elle là, qui l'accompagnaient. Il y avait trois frères, entre autres, les frères Lamar qui l'ont beaucoup soutenu, qui travaillaient dans l'entreprise, puis c'est un peu grâce à eux autres que les débuts sont arrivés, là. Fait que c'est un peu beaucoup, là. Donc, non, c'est ça. Fait que pour eux autres, c'était normal là, d'accompagner notre mère là-dedans, puis de donner au suivant, là. Ils étaient fiers de pouvoir le faire, là. C'est ce qu'on souhaite, que ces comportements-là qu'on trouve extraordinaires deviennent normaux pour tout le monde dans l'ensemble de la société. J'ai l'impression qu'on aurait une société justement plus inclusive, plus bienveillante. Dites-moi, puisqu'on parle de bienveillance, est-ce que vous abordez dans le cadre de ces ateliers ou groupes d'entraide un peu les proches, les connaissances qui souvent ne savent pas trop comment réagir? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on dit que ça nous touche, que ça nous touche pas? Est-ce qu'on reste plus neutre? Comment on gère ça pour les proches ou les connaissances de personnes atteintes de cancer? Oui, c'est justement, on s'en est fait parler 2 fois là, cet automne, voir si on avait un atelier uniquement pour les proches aidants. Ah oui. Parce qu'effectivement, les gens qui sont proches d'une personne qui a le cancer, des fois, ils s'empêchent même d'aller la voir. Des amis, là, ils s'empêchent de la voir parce qu'ils savent pas quoi faire. Un malaise, un tabou. Ils ont peur de dire la mauvaise chose. Ils ont peur de pas faire la bonne chose. Fait que c'est sûr que c'est abordé, nous autres, dans nos ateliers parce que les gens qui ont le cancer l'ont tous déjà vécu. Là. Puis il y en a qui disent c'est là que j'ai vu mes vrais amis. Ouais.
Mais ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas touchés par qu'est-ce qu'ils vivaient. C'est juste qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, si on avait des petits conseils à donner, ce serait quoi? Et Palayan, c'est vraiment une bonne question. Si on avait des conseils à donner, moi, je pense que c'est vraiment l'écoute, là. C'est d'être à l'écoute, d'être présent, puis d'être à l'écoute. C'est juste la personne qui a le cancer, peut-être que elle a fini ses traitements, qui est très fatiguée, juste d'aller la voir 1 heure de temps. C'est même si il n'y a pas beaucoup d'échanges de paroles, au moins la personne est là. Oui, oui. Fait que c'est des petits gestes qui font la différence, là. J'ai appris récemment qu'une personne que j'apprécie beaucoup doit se livrer à ce combat et elle a écrit « N'hésitez pas à me poser des questions ». Et c'était la première fois que quelqu'un le nommait comme ça. J'ai trouvé ça tellement intelligent émotionnellement parce que tout à coup, ça venait. Et malgré tout ça, il subsistait une gêne de dire « Ouais, mais je veux pas la déranger. » Tu sais, elle doit tellement traverser. Tu sais, quand c'est pas nécessairement un ami proche, tu sais, ça reste qu'effectivement, on a souvent l'impression peut-être qu'on va déranger. Est-ce que on a peut-être intérêt, quand nous-mêmes on traverse ça, de dire aux autres, bref, comment se comporter avec moi? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne idée, là, votre exemple là, de prendre les devants, c'est une bonne chose parce que moi, par exemple, mes parents ils sont passés tous les deux par le cancer, mes 2 grands-mères, il y en a beaucoup dans ma famille, puis comme enfant, à ce moment-là, je savais vraiment pas quoi dire. J'essayais d'être là, mais fait que si il m'avait dit ce serait comme vous dites là, posez-moi des questions ou non. N'ayez pas peur d'en parler. N'ayez pas peur d'en parler ou en tout cas peu importe selon leur ouverture du moment là, parce que on n'a pas tous les jours envie d'en parler, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que ça aurait été aidant, oui. Oui, oui. En général, je pense quand on traverse un moment difficile, il y a des gens qui ont tendance à s'isoler et qui veulent ça comme ça. Il y en a d'autres qui vont manifester le besoin d'être entendus, d'être écoutés, puis d'autres qu'au fond, ils auraient besoin d'être entendus, mais ils n'osent pas le dire non plus. Ça, c'est moins évident pour les proches. Non, c'est ça. On peut pas deviner, hein. Fait que oui. De nommer ce qu'on a de besoin dans le quotidien, parce que ça change naturellement, c'est aidant pour ses proches. Oui. Dites-moi, Myriam André, vous vous occupez de la fondation. Vous avez aussi votre métier à vous. Vous êtes massothérapeute? Oui. Okay. Donc, votre fille est en service social. Moi, je vois la massothérapie comme une forme de service social. Il y a tellement, en tout cas, même j'ai de la misère à comprendre pourquoi c'est pas déductible d'impôts, à moins que je me trompe. En tout cas, ma comptable, elle me dit que ça ne l'est pas. Ça l'est plus. Ça l'a déjà été. Okay. Et j'ai de la misère à comprendre ça quand on connaît les bienfaits de la massothérapie, de voir que c'est pas considéré comme un investissement dans le domaine de la santé. En tout cas, je trouve ça particulier. Oui, c'est sûr que c'est très aidant pour toute la société. On est quand même, avec la COVID, là, on faisait quand même partie des premiers services qu'on pouvait être en place, là, comme les physios, etc. Donc, ça, c'est déjà quand même très bien. Mais, puis, pour revenir au cancer, ça existe la masso-oncologie. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, en effet. Oui. On ne l'offre pas encore, en tout cas, du moins, comme service, mais ça existe là dans presque toutes les régions du Québec, d'après moi, là, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui l'offrent. Puis c'est effectivement très aidant. Là. Je pense, par exemple, à Leucan qui ont été qui ont aidé, d'après moi, les premiers là-dedans. Fait qu'ils aident, les massos vont
masser toute la famille. Là, c'est pas juste l'enfant qui a le cancer. Donc, c'est un soutien. Des fois, on n'a pas de mots pour dire qu'est-ce qu'on traverse, mais on reçoit de la détente, puis ça nous permet d'avoir peut-être plus de mots, plus de gestes, plus de... Oui. En prévention aussi, j'imagine que ça peut être prévention, bien sûr. Très aidant. Myriam André, vraiment, si on avait un dernier souhait à faire pour vous, pour la Fondation, pour le futur de la Fondation, ce serait quoi? Ah mon Dieu, que ça continue longtemps. C'est vraiment une belle chose que ma mère et les gens, toute la famille, les proches, tout ça qu'on a fait. Puis je pense que ce qu'on peut se souhaiter, c'est encore 30 ans en avant de nous, là. Ben, je vous le souhaite de tout cœur. Merci d'avoir été avec nous, Myriam André Lebel, directrice de la Fondation Annette Simon Lebel. Heureuse de vous avoir présenté à nouveau 2 autres héroïnes anonymes. Je tiens à remercier notre dynamique écoute. Je voulais dire notre dynamique équipe à l'écoute et vous voyez, j'ai fait un mot valise. Alors, merci beaucoup à Catherine Bourderon à la recherche. C'est la première qui entend tous ces héros anonymes et qui me dit « Tu vas voir, ça va être une personne extraordinaire. » Merci Catherine. Mathieu Tessier qui est en régie avec moi et avec qui est notre premier auditeur, Jean-Sébastien Laliberté. Je vous rappelle, chef diffusion technique, je vous rappelle, tous nos épisodes sont disponibles en balado-diffusion. Chantal Doré ici avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine.